Le mardi à cette heure-ci, vers 13h10, c'est notre rendez-vous avec Karil Change du Gym du Sud. Bonjour Karil. Salut. Aujourd'hui, on va faire différent un petit peu. On va s'attarder à des questions que les gens te posent fréquemment au gym. C'est bien ça? Oui, un beau question-réponse. Alors, parmi les questions, je dois dire, j'en ai lu. Il y en a qui m'ont assez surprise, merci. Mais comme on dit à l'école, il n'y a pas de mauvaises questions. Alors, parmi celles que tu as le plus reçues, t'es as-tu placées en ordre? Ça serait encore plus drôle, non? Non, ça ne sera pas dans un ordre particulier. Ça aurait pu arriver. Alors, dans les questions les plus fréquemment posées que tu as, c'est pourquoi doit-on entraîner autant le dos? C'est vrai, hein? On a beaucoup d'exercices toujours avec le dos. Oui, en tout cas, un programme qui est bien fait, il va avoir beaucoup d'exercices pour le dos. Je vais donner un exemple. Souvent, c'est un programme qui est structuré sur 4 jours d'entraînement différents. Je peux faire entraîner le dos jusqu'à 3 fois parce qu'il va être combiné avec les pectoraux, peut-être dans le jour 1. On va retravailler aussi le dos dans le jour 4 avec les épaules. Mais on fait du bas du dos aussi dans la journée de jambes. Des fois, les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a beaucoup d'exercices qui travaillent la chaîne postérieure. Donc, ça, c'est les muscles qu'on ne voit pas dans le miroir. Donc, le derrière de cuisse, le gros ischio-jambier, les fessiers, le bas du dos, les érecteurs du rachis. On va les travailler aussi dans la journée de jambes. Fait que dans le fond, on peut aller jusqu'à 3 fois par semaine où vraiment on travaille notre dos. Pourquoi il faut le travailler aussi souvent? C'est parce que c'est un énorme groupe musculaire. Je dirais qu'on pourrait dire les dos parce que c'est un groupe, il y a plusieurs muscles différents. Je ne vais pas toutes les nommer, mais chacun a leur fonction. Puis aussi, c'est un gros pourcentage de la masse musculaire de notre haut de corps, le dos. Puis c'est aussi tout ce qui tient ensemble. Tous les muscles du haut du corps tiennent d'une certaine façon par les muscles du dos, notre posture. Fait que protéger les épaules contre les blessures, ça dépend aussi de la musculature dans le dos. Fait qu'il y a tellement de bonnes raisons de travailler aussi. Une des douleurs qui revient le plus souvent quand je fais le questionnaire d'ouverture de dossier avec les clients, les gens me parlent souvent de douleurs dans le bas du dos. Des fois, c'est juste des petites douleurs, des petits inconforts au travail. Des fois, c'est plus grave, mais on me rapporte toujours qu'avec les entraînements, on renforce les muscles qui stabilisent le bas du dos et les gens ont moins mal dans le bas du dos. Donc, ça va avoir vraiment des répercussions. Je pourrais dire une dernière chose pour le dos rapidement, là, c'est que le bas du dos, c'est le point central de la force générale du corps. Donc, ça irradie de la force sur tout le corps. Fait que si vous renforcez le bas du dos, vous allez être plus fort même sur vos exercices de biceps. Fait que pour les gars, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être moins courbaturé après les séances de musculation? Oui, ça revient beaucoup, les gens. OK, est-ce que si je m'étire, je vais être moins raqué, courbaturé? Pas vraiment. Parce que un coup qu'on est courbaturé le lendemain ou le surlendemain, c'est parce qu'on a déchiré de la fibre musculaire. Quand on s'entraîne, on crée un stress sur le muscle, il y a des micro-déchirures qui se font dans le muscle. Et ça, le corps doit les réparer. Mais ça fait partie du processus aussi qui va permettre aux fibres musculaires de s'hypertrophier, dans le fond, de prendre un petit peu de volume. Mais pour les femmes, on va dire que ça va donner du tonus. Pour les gars, on va dire que ça va donner de la masse. Ils vont pouvoir devenir gros. Mais en le fond, on a besoin d'avoir c'est normal. On n'a pas besoin, mais c'est parfaitement normal d'avoir les courbatures. On ne peut pas vraiment à 100% les éviter. Par contre, des fois, il y a des gens qui en ont moins ou qui pensent que parce qu'ils ont eu 0 courbature avec un entraînement, ça n'a pas été productif. On peut progresser et avoir des bons résultats quand même sans être courbaturé, mais souvent, c'est un effet secondaire. Ça vient avec. C'est normal. Une des choses qui est supposée pouvoir aider un peu, c'est de prendre les fameux BCAA, qui est un supplément de 3 acides aminés qui est très populaire présentement, qui est pris surtout pendant les entraînements. Si le dosage est approprié, ça peut aider parce que ça nourrit vraiment les muscles. Ça pourrait, selon la littérature, aider un peu à avoir un petit peu moins de courbatures après l'entraînement. Sinon, il y a le gel d'arnica. Il y a un entraîneur très connu mondialement, Charles Poliquin, que c'est le premier qui a écrit là-dessus, dans mes lectures. Peut-être qu'il y en a qui en ont parlé avant, évidemment, mais j'ai appris ça en lisant ces choses. Le gel d'arnica, si on le met sur le muscle qui a été travaillé de façon violente tout de suite après l'entraînement ou dans les heures suivantes, on risque d'avoir moins de courbatures le lendemain. On peut trouver ça en pharmacie ou certains magasins d'alimentation naturelle. Et là, on va parler d'une fausse croyance. Donc, si je m'entraîne, mon gras va se transformer en muscle. Oui. On pense souvent ça. OK, je vais faire des exercices musculaires, puis là, mon corps, bouf, il va fabriquer du muscle, mais mon gras va se transformer en muscle.
Bien, ça serait le fun, ça marche de même, mais on peut prendre beaucoup de masse musculaire sans perdre de gras et on peut perdre beaucoup de gras sans vraiment prendre de masse musculaire parce que c'est deux processus indépendants. C'est que souvent, par contre, on commence à s'entraîner, fait qu'on crée un stimulus qui va permettre au corps de bâtir un petit peu de masse musculaire. Puis en plus, on augmente notre dépense énergétique, on augmente légèrement notre métabolisme de base, on fait des petits efforts alimentaires, puis là, on voit qu'on perd du gras. Fait que souvent, les deux, ils viennent ensemble parce qu'on a modifié nos habitudes de vie, mais c'est pas parce que j'ai levé des poids que j'ai perdu du gras ou parce que j'ai perdu du gras que mon corps a bâti du muscle avec. Ensuite, une autre question, ben ça arrive souvent aussi. Donc, on se rend compte qu'on perd du tour de taille. Nos pantalons vont être trop grands. On va perdre des pointures de pantalons. Mais, par exemple, notre poids ne change pas. Pourquoi? Oui, et ça, c'est une question ou une inquiétude que je vois beaucoup avec ma clientèle féminine parce que souvent, ils vont avoir une bonne prise de masse musculaire ou de tonus, si vous aimez mieux, si c'est moins perturbant d'utiliser ce mot-là. Dans les 8 premières semaines, quand une femme commence la musculation, c'est là qu'il y a le plus de prise de masse. Et souvent, elle commence tranquillement à perdre un petit peu de gras. Mais le corps va peut-être être un petit peu plus rapide à bâtir les muscles qu'à perdre le gras pendant ces 8 premières semaines-là. Fait qu'on peut voir une prise de masse musculaire de quelques livres, une perte de gras de quelques livres, puis les deux s'annulent sa balance. Fait que ça, on a pris 4 livres de muscle, perdu 4 livres de gras. La personne pèse la même chose, mais c'est plus le même look. Puis comme tu disais, c'est pas le même feeling dans les vêtements non plus. Et une des façons qui peut être utilisée pour rassurer les gens, pour démontrer qu'ils ont un progrès, qu'ils prennent du muscle puis qu'ils perdent du gras, c'est de faire des prises de taux de gras, c'est le pourcentage de gras en prenant différents plis. On calcule en millimètres avec des pinces différents plis cutanés. Et avec un calculateur, ça nous dit à peu près dans ton corps quel pourcentage est du gras, quel pourcentage est la masse maigre. Fait que la masse maigre, ça inclut les muscles, les os, l'eau, tout ce qui n'est pas du gras. Fait que ça donne une indication. C'est sûr que c'est à prendre à la légère. Il y a une marge d'erreur avec les taux de gras. Il y a différentes méthodes, il y a différentes pinces, il y a différents coachs. La façon qu'on pince est différente. Même pour nous, les entraîneurs, de prendre les plis exactement de la même façon d'une fois à l'autre, c'est pas toujours évident. Fait que, mais ça donne un indice parce que des fois, on est capable de dire, OK, Kat, t'as pris 4 livres de muscle, puis t'as perdu 4 livres de gras. T'as le même poids, mais regarde, t'as des beaux progrès. Fait que ça peut être intéressant. C'est pas obligatoire, mais c'est un bon outil, puis c'est rassurant. Ça permet de quantifier nos progrès. Mais je pense que de toute façon, la balance, on devrait l'oublier, puis plutôt y aller avec des galons, puis vraiment mesurer notre tour de taille, puis voir un peu la différence aussi, parce qu'on le sait, du muscle, c'est plus lourd que du gras, donc ça peut pas... c'est sûr qu'on peut pas perdre du poids nécessairement, même si on a des bons cheminements d'entraînement. Oui, moi je dis tout le temps... avec le miroir, on peut tout voir, puis la balance, on s'en balance. C'est bon, ça, j'aime ça. Ensuite, des femmes qui te posent cette question-là, donc des femmes qui s'entraînent fort, mais que les cuisses grossissent trop, est-ce qu'elles doivent arrêter de s'entraîner? Surtout pas. Mais par contre, c'est vrai... puis dépendamment des génétiques, moi j'ai de la clientèle des femmes qui travaillent très très fort au niveau des cuisses, des fessiers, derrière de cuisses, bas du dos, puis il n'y a rien qui grossit de façon exagérée parce qu'ils ont une génétique comme ça, ils ont moins de fils musculaires dans leurs cuisses. Il y en a qui ont plus de fils musculaires dans leurs cuisses, surtout quand on parle cuisses, là, qu'est-ce qui dérange mes clientes, c'est quand ça vient trop gros en avant, ça vient trop gonfler, comme ils disent, des gros jambons, puis ils sont serrés dans leurs jeans. On va pas arrêter de s'entraîner, c'est qu'on va modifier un peu la sélection d'exercices, puis où on va aller porter le stimuli. Puis comme je parlais tantôt, on va travailler surtout la chaîne postérieure, donc les muscles qu'on voit pas dans le miroir, le derrière de cuisse, donc les ischio-jambiers, les fessiers, le bas du dos. Dans leurs entraînements de bas du corps, on va mettre la majorité du stress puis du volume d'entraînement sur ces muscles-là. Puis avec le squat puis quelques autres exercices, de toute façon, le devant de la cuisse, les quadriceps vont travailler suffisamment, mais ça va nous permettre de pas les gonfler de façon exagérée. On a quand même la possibilité, on a le contrôle de sculpter un petit peu le corps selon ce qu'on veut. Fait qu'on n'est pas obligé, on n'est pas pris dans un carcan qu'il faut avoir tel ou tel look quand on s'entraîne. On sculpte ça comme on veut. C'est quoi l'exercice le plus payant, un incontournable à faire au gym? Ben, le premier qui me viendrait en tête, je dirais le squat. OK. Oui, parce que souvent on dit le roi des exercices, le squat, parce que ça travaille une grosse partie des muscles du corps en même temps. Donc ça travaille pas juste le bas du corps, le haut du corps aussi va travailler la chaîne abdominale, le bas du dos. Quand on fait un squat complet, c'est super payant. Moi, je suis très amateur de cet exercice-là. Puis dès que mes clients ou mes clientes ont la mobilité pour le faire, ils l'ont dans leur entraînement. Là. Fait que des fois, si c'est pas au premier training, ça va être au deuxième programme. On va commencer à intégrer le squat.
c'est mon but quand je travaille avec eux en salle, c'est de les amener à être capables de faire du squat. Sinon, c'est sûr qu'il y a le deadlift aussi qui, lui, active encore plus de muscles en même temps. Quasiment tous les muscles du corps doivent se contracter pour permettre un deadlift, un soulevé de terre, qui est la barre au sol qu'on va décoller. Puis il y a plusieurs variantes, plusieurs façons de le faire. Ça, c'est 2 exercices très payants. Sinon, tous les exercices qui demandent d'utiliser plus qu'une articulation à la fois, qui permettent de prendre des poids qui sont égaux au poids du corps ou supérieurs au poids du corps, c'est sûr que ça stimule beaucoup plus de fibres musculaires. Ça fait brûler plus d'énergie, donc plus de calories aussi à faire ces exercices-là et à récupérer. Fait que ça devrait être la base de nos entraînements le plus possible, les exercices dits de base. Notre ami le burpee, est-ce qu'il se retrouve là-dedans? Non. Moi, non? Parce que moi, je le classe même pas comme un exercice musculaire. C'est plus comme un petit peu quelque chose aérobique, cardio. C'est pas vraiment un exercice de musculation en tant que tel. OK. Bon, ben, on se prépare le squat. C'est pas le fun, mais ça donne des bons résultats. Oui, puis ça peut devenir le fun. Souvent, on entretient une relation amour-haine avec le squat, mais ça vaut vraiment la peine. Puis on voit une répercussion dans toutes les autres activités de la vie quand on prend de la force au squat. Et puis en terminant, Caril, est-ce qu'on doit manger 100% strict, avoir un régime extrêmement strict quand on veut maigrir? Non. Non. Puis les gens ils vont être peut-être surpris de ma réponse. Je suis souvent identifié avec une nutrition très stricte. Il y en a qui seraient surpris de voir des fois les petites gâteries que je me permets. C'est un coup qu'on est quand même en forme, que notre corps est en santé, qui est efficace à gérer qu'est-ce qu'on mange, on peut se permettre des choses. Là. Il n'y a pas personne qui veut suivre un plan alimentaire puis être pris dans un carcan. On s'en va pas dans une compétition. On veut juste être en santé, perdre un peu de gras, prendre un peu de muscle, avoir un peu le contrôle sur notre look. Mais on peut s'en permettre. Moi, je dirais la règle du 80-20, je reviens souvent avec ça, c'est quand même assez efficace. 80% là, qu'on est, si tu veux, strict, moi je dirais plus optimal, là, bien manger, faire les bons choix. Puis un 20% des choix un peu moins bons ou même de temps en temps mauvais, mais le corps va être capable de dealer avec parce qu'il y a une bonne base, il y a une bonne fondation. Fait que mais il faut établir cette fondation-là. C'est parce que souvent, des fois, je commence à travailler avec les gens, puis leur métabolisme, leur système, c'est tellement tout à l'envers qu'on est obligé d'être un petit peu plus strict parce qu'il y a des choses que normalement, ils seraient capables de gérer, que pour l'instant, ils peuvent pas. Mais mon but, c'est de les amener à être capables de gérer ça, puis pouvoir un jour, eux autres aussi, pouvoir avoir des gâteries dans leur alimentation, puis que ça passe tout droit, que ça fasse pas de différence dans leur apparence. Et les gens qui ont des questions, ben on vous invite à nous les poser en dessous sur notre page Facebook. Vous avez à chaque semaine la chronique de Caril qui est là. Vous pouvez nous écrire vos questions en dessous de sa chronique ou encore, si jamais vous en avez, vous pouvez... De quelle façon on peut communiquer avec toi, Caril? Ben, on peut m'écrire par email. C'est carilchange@hotmail.com ou juste par mon Facebook, Caril Change. J'ai un Facebook, on m'envoie un message privé sur Facebook. C'est vraiment une façon de communiquer que j'aime beaucoup. Et puis peut-être une fois par mois ou par 5 semaines, il y a une chronique qui sera dédiée à répondre à ces questions-là. Mais je te remercie beaucoup, Caril. On se reparle la semaine prochaine. Merci, bonne semaine. Merci, bye-bye.